Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement, le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard. Le caractère est ton refuge le plus sûr, le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue. Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien. Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2.
Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message. Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes. Aujourd'hui va être une mauvaise journée. Tout se complique. N'est pas la réalité. C'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité. Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent. Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent.
La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions. Cela implique d'accepter le coût de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis.
abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, au drame des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas. Ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seul avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité. Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes. Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité.
Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses. L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair, tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces, que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'autolydrie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel. Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne. Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi.
Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance, lorsque tu peux lâcher prise sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone. Ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit, la respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre, les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière. C'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix, pas la faute de l'environnement.
Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée de ton caractère. La vérité inconfortable est que l'autoresponsabilité n'est pas une option décorative, c'est un impératif de vie. Tant que tu continues à attendre la permission de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais maître de ton histoire. Celui qui s'installe dans le rôle de victime ne fait que perfectionner l'habitude d'abdiquer son pouvoir. Il est plus facile d'être spectateur de ta vie que d'agir en tant qu'auteur réel, mais c'est le prix de la médiocrité. Ton destin ne dépend pas d'un coup de chance, mais de la discipline brutale de décider et d'assumer les conséquences. Il n'y a qu'une seule loi ici. Ce que tu ne choisis pas, tu le choisis par omission. Il n'y a pas de neutralité dans la construction de ton destin. Chaque évasion est une renonciation, chaque justification est une brique qui manque. Personne ne va te sauver, n'est pas une menace. C'est la liberté la plus crue qui existe. Tant que tu continues à alimenter le récit selon lequel le monde te doit quelque chose, tu vivras hypothéqué à la frustration et au ressentiment. Le seul chemin vers une véritable indépendance passe par la prise en charge de chaque décision, même celles qui te mettent mal à l'aise ou te mettent en exposition. Ta biographie n'est pas un accident, c'est une succession de choix quotidiens, de renoncements douloureux et d'engagements inconfortables que tu assumes ou éludes. Le courage de prendre le gouvernail est la différence entre une vie propre et une existence empruntée. Tu n'es pas un accident de tes circonstances, tu es le résultat de tes choix. Choisis de te construire ou accepte de disparaître dans la multitude de ceux qui attendent éternellement. 10. Cultive l'ordre et la force, quoi qu'il arrive. Rien ne s'organise tout seul, le chaos est la loi par défaut. Le reconnaître n'est pas se résigner, c'est le premier pas pour cesser d'attendre que la sérénité arrive comme un visiteur inattendu. Le désordre extérieur n'est souvent que le reflet d'un esprit qui, lorsque les circonstances se compliquent, révèle la fragilité de sa discipline intérieure. La tentation d'abandonner le contrôle lorsque tout semble s'effondrer est puissante. Il y a une voix intérieure qui chuchote qu'il ne vaut plus la peine de faire des efforts, que la fatigue justifie la négligence, que plus tard il y aura le temps de reconstruire ce que vous négligez aujourd'hui. Mais cette voix est celle qui perpétue la stagnation, celle qui normalise la médiocrité sous prétexte de fatigue ou d'injustice. L'ordre mental ne s'improvise pas au moment de la crise. C'est le résultat de milliers de petites décisions inconfortables, de la vigilance constante sur la pensée et l'émotion. La véritable force n'est ni une pause ni un coup de chance. Elle naît de l'habitude de rester ferme, même lorsque tout invite à baisser les bras. Si vous tombez dans le cycle d'attendre que la tempête passe pour reprendre le contrôle, vous vous condamnez à vivre en pause, toujours à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le plus difficile est de maintenir la structure interne pendant que l'externe s'effondre. L'esprit cherche des excuses, rationalise la paresse et construit des arguments pour reporter l'effort. Le désordre commence souvent de l'intérieur, une concession minimale, une promesse que demain sera différent, une tolérance silencieuse à la négligence. Ainsi, le désordre se normalise, le muscle de la force s'atrophie et, lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous retrouvez à vivre une vie qui ressemble peu à ce que vous avez un jour dit vouloir. Il n'y a pas de force sans ordre, ni d'ordre sans une volonté entraînée à résister à la pression de l'immédiat. Le mécanisme est simple et brutal. Chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le désordre prend du terrain.
Chaque fois que vous maintenez l'autocontrôle, vous renforcez la structure qui vous soutient lorsque tout tremble. La discipline n'est pas une cage, c'est la condition minimale pour la véritable liberté. Jusqu'à ce que vous entraîniez la capacité de rétablir l'ordre mental et émotionnel au milieu du chaos, vous restez otage de tout contretemps. Ce que vous ne cultivez pas pourrit. L'ordre et la force sont des investissements quotidiens, pas des récompenses accordées par chance. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, mais des décisions que vous prenez juste au moment où tout semble justifier la reddition. Vous tenir à vos principes quand personne ne regarde, c'est construire des fondations qui ne dépendent pas du climat. Au final, la seule chose que personne ne peut vous arracher, c'est la fermeté avec laquelle vous choisissez de vous gouverner. Ordre et force, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre survivre et vivre à votre hauteur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des réalités qui font mal à accepter. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu offres un peu de ta dignité en échange de rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un coup psychologique. Nous vivons dans un environnement où normaliser l'inacceptable est devenu une routine, et le prix est élevé. Des fractures invisibles dans le caractère, une estime de soi qui s'érode en silence, et ce sentiment désagréable que le pouvoir sur ta vie s'évapore entre des mains étrangères. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de cesser de négocier l'essentiel, le respect de soi. Car si ce n'est pas toi qui défends ton intégrité, personne ne le fera à ta place. La philosophie stoïque n'offre pas d'excuses. Elle enseigne que la discipline des limites et la clarté pour détecter ce qui est nuisible sont des formes d'autodéfense et non d'arrogance. Ce que tu permets, tu l'enseignes. C'est une vérité inconfortable, mais indéniable. Certains diront que c'est exagéré, que parfois il faut avaler des couleuvres pour s'intégrer. Mais tolérer l'intolérable n'a jamais été sage, ni courageux. La véritable force ne réside pas dans le fait de supporter n'importe quel traitement, mais dans le courage de dire « jusqu'ici ». Si tu veux du respect, commence par ne pas le donner gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler sans détour des 6 comportements inacceptables que tout homme ne doit pas supporter s'il veut vivre selon ses propres règles. Car la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 1. Ne normalise pas le manque de respect. Le manque de respect n'est pas un accident, c'est une décision. Et chaque fois que tu le permets, tu éduques les autres sur ce que tu es prêt à supporter. Le plus grand ennemi de ta dignité n'est pas celui qui te méprise, c'est ton silence face à ce mépris. Ici, il n'y a pas d'excuse. Chaque fois que tu justifies une mauvaise attitude avec des phrases comme « c'est juste comme ça cette personne » ou « ça ne vaut pas la peine d'en faire un problème », tu te vends à bas prix. Tu deviens complice de l'érosion silencieuse de ton estime de soi. Certains croient que tolérer de petites offenses est une preuve de maturité. Erreur. Il n'y a rien de mature à normaliser le mauvais traitement. Le respect n'est pas négociable et ne dépend de l'humeur de personne. C'est le sol minimum sur lequel se construisent toutes tes relations et surtout ta relation avec toi-même. Chaque fois que tu te tais face à un commentaire sarcastique, une moquerie déguisée en blague, un regard qui cherche à te rabaisser ou une attitude condescendante, ton esprit enregistre le message « c'est acceptable, c'est ce que je mérite ». Cette accumulation de micro-agressions devient le poids que tu portes jour après jour. Ne te laisse pas tromper en croyant que tu es le plus fort en supportant tout, car la force ne se mesure pas à la quantité de déchets que tu ingères, mais à ta capacité à rejeter ce qui te dégrade. Accepte moins et tu finiras par être moins. C'est le piège. Il y a une différence énorme entre être tolérant et devenir un paillasson émotionnel.
Le stoïcisme ne consiste pas à baisser la tête et à avaler du poison avec un sourire forcé. Il s'agit d'avoir la clarté et la discipline pour identifier quand quelqu'un franchit la ligne et, sans perdre son calme, mettre un terme nécessaire. Laisser passer un manque de respect ne te rend pas sage, cela te rend insensible envers toi-même. Chaque fois que tu le fais, ton caractère se fracture un peu plus. Une dette interne se forme que tôt ou tard, tu devras payer sous forme de ressentiment, d'insécurité ou de colère contenue. Combien de temps penses-tu pouvoir supporter avant que cela ne te coûte cher ? Il y a une vérité inconfortable, tu ne peux pas exiger le respect si tu ne te le donnes pas d'abord. Cela implique de cesser de chercher des explications à l'inacceptable et de commencer à répondre avec fermeté, même si cela signifie perdre la sympathie de certains. Je préfère perdre des gens que de me perdre moi-même. C'est la ligne emblématique que tu devrais répéter jusqu'à l'ancrer dans ton esprit. Tu n'es pas né pour être accepté à tout prix, tu es né pour être intègre. Défendre tes limites n'est pas de l'arrogance, c'est un investissement dans ta valeur personnelle. Chaque fois que tu te tiens debout et que tu mets un terme à un manque de respect, tu entraînes le muscle de ton autodiscipline, tu renforces ton estime de soi et tu te rappelles que ton intégrité est plus importante que n'importe quelle approbation bon marché. Celui qui ne peut pas te respecter ne mérite pas d'espace dans ta vie ni dans tes pensées. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Soit tu te respectes, soit tu te résignes. La décision t'appartient toujours. 2. Détecter et couper la manipulation tôt. Vous vous asseyez avec quelqu'un pour prendre un café et presque sans vous en rendre compte, la conversation tourne autour de ce que vous avez fait ou pas fait. Cette personne vous lance des phrases enveloppées de préoccupations, vous fait sentir en dette, vous glisse des culpabilités subtiles. Je le disais pour votre bien, c'est toujours moi qui dois céder. Je ne comprends pas pourquoi cela vous dérange tant si je ne faisais que plaisanter. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes directes, mais vous sortez de là avec une gêne que vous n'arrivez pas à nommer. C'est ainsi que commence la manipulation. Non pas avec des attaques frontales, mais avec des distorsions lentes et presque invisibles de votre perception et de votre volonté. Le véritable danger n'est pas ce qu'on vous fait, mais ce que vous commencez à vous faire vous-même. Parce que la manipulation agit comme un filtre mental. Peu à peu, vous vous habituez à douter de vos propres décisions, à sentir que vous devez justifier ce que vous ressentez, à céder par fatigue et non par choix. Le problème est que, lorsque vous ne coupez pas ces jeux tôt, votre esprit apprend un mécanisme toxique, celui de se trahir pour plaire à l'autre. Il est facile de se tromper en croyant que céder est synonyme de maturité. Mais il y a une différence énorme entre s'adapter et se dissoudre. La manipulation n'est jamais évidente au début. Elle se déguise en conseil, en préoccupation, voire en amour. Et c'est là que le piège devient dangereux. Vous commencez à accepter de petites distorsions de la réalité juste pour éviter le conflit, pour ne pas être difficile, pour maintenir la paix. Mais cette paix a un coût. Chaque fois que vous ignorez cette gêne intérieure, que vous justifiez une culpabilité qui n'est pas la vôtre, que vous acceptez le récit des autres sur vos propres actes, vous vous éloignez un peu plus de vos principes. Le prix se paie sous forme d'insécurité, de ressentiment accumulé, d'un sentiment de vide que vous n'arrivez pas à remplir avec aucune reconnaissance externe. Et le pire, vous vous habituez à trahir votre vérité pour acheter un peu d'harmonie superficielle. Être vigilant face à la manipulation ne signifie pas vivre dans la paranoïa, ni s'obséder avec le contrôle, mais affiner la sensibilité pour identifier quand une interaction vous fait sentir plus petit, plus confus, moins maître de vos choix. La véritable autodiscipline n'est pas seulement de contrôler vos impulsions, mais aussi de protéger la clarté de votre pensée. Reconnaissez le jeu et sortez-en avant de vous perdre. C'est le mot d'ordre. Le respect de soi se démontre par la capacité à couper un schéma manipulateur dès le premier indice. Vous n'avez pas besoin d'explications longues, ni de chercher l'approbation pour mettre un terme. Il suffit d'affirmer votre position, d'exprimer votre malaise et de vous retirer de l'échange émotionnel si nécessaire.
La peur d'être qualifié d'insensible ou d'égoïste est ce qui maintient beaucoup de gens piégés dans des dynamiques manipulatrices pendant des années. Mais la réalité est simple, celui qui vous manipule ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas venu ici pour servir de marionnette émotionnelle, ni pour porter les fardeaux des autres aux dépens de votre dignité. La manipulation ne prospère que là où il y a confusion et culpabilité. C'est pourquoi votre tâche principale est de détecter à temps et de couper à la racine, même si cela implique de perdre certaines commodités ou des relations qui n'apportent plus rien. Rien ne justifie de remettre votre volonté à un autre. Chaque fois que vous choisissez votre intégrité plutôt que la complaisance, vous renforcez le muscle le plus important, celui de votre souveraineté intérieure. Ne vous vendez pas à bas prix. Apprendre à détecter et à couper la manipulation tôt n'est pas de la froideur, c'est prendre soin de soi. Parce que celui qui apprend à se respecter devient impossible à manipuler. 3. Protège ta confiance des trahisons. Je confesse que ce qui est le plus difficile à accepter n'est pas le dommage direct, mais la douleur froide laissée par une trahison. Pas la trahison cinématographique, bruyante et évidente, mais celle qui opère depuis la confiance, celle qui s'installe dans le quotidien et te pousse à te demander si tu as vraiment bien compris la personne en face de toi. La confiance ne se construit pas en un jour. C'est la somme de petites concessions, de vérités partagées, de silences qui ne pèsent pas. Mais il suffit d'une seule rupture, d'une fuite de ce que tu as confié, d'une promesse violée, pour que cette structure interne vacille. Le véritable problème n'est pas seulement l'acte, c'est la séquelle mentale. Tu commences à revoir chaque détail, à chercher des signes que tu ne voyais pas auparavant, à douter du sens de ce qui est dit et de ce qui est tu. Ton esprit, qui trouvait auparavant du repos dans la proximité, devient maintenant un espace de vigilance constante. Et c'est ici que tu commences à comprendre que protéger ta confiance n'est pas de la paranoïa, c'est une autodéfense psychologique. Analysons cela avec froideur. Chaque trahison opère comme un virus. Elle ne détruit pas seulement ce qui existait, mais installe dans ton système opératoire un mécanisme d'alerte qui complique les connexions futures. Tu deviens plus prudent, plus réservé, moins disposé à exposer ta vulnérabilité. Un coup caché se produit. Tu perds la légèreté de faire confiance et en échange, tu acquiers une sorte de carapace qui promet protection, mais qui t'isole aussi. La trahison enseigne, mais l'apprentissage est amer. Si tu normalises ce type de blessure dans ta vie, tu commences à te méfier même lorsqu'il n'y a pas de raison concrète et ta capacité à construire des relations authentiques s'érode. Le stoïcisme ici ne consiste pas à bloquer la douleur ni à devenir insensible. Il s'agit de comprendre l'origine de cette fracture, d'assumer la responsabilité de tes limites et de ne jamais plus déléguer le soin de ta confiance à celui qui l'a déjà brisée. L'erreur la plus courante est de croire que pardonner équivaut à oublier ou que donner des secondes chances est un signe de maturité émotionnelle. Il y a une différence claire entre surmonter le ressentiment et continuer à permettre l'accès à ton monde intérieur à celui qui a prouvé qu'il était incapable de le respecter. Pardonner peut être une décision personnelle, mais rétablir la confiance est un privilège qui doit être gagné, pas un droit accordé par insistance ou pression sociale. Lorsque tu ignores les signaux, lorsque tu te convaincs que ce n'était pas si grave, lorsque tu justifies l'inacceptable par peur de la solitude, tu hypothèques en réalité ta tranquillité future. Ici, une phrase emblématique prend tout son sens. Ne mets jamais ta confiance là où il y a déjà eu trahison. Ce n'est pas de l'amertume, c'est un sens stratégique de préservation. Dans la pratique, protéger ta confiance signifie observer les schémas, pas les promesses. Cela signifie identifier si les actions des autres valident ou contredisent leurs paroles et décider, avec sérénité, à qui tu permets un accès réel à tes pensées, tes faiblesses et tes projets. Il ne s'agit pas de construire des murs infinis, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu cèdes ta confiance à la légère, tu paries ta stabilité émotionnelle sur une roulette que tu ne contrôles pas. Le respect de soi se démontre dans la sélectivité. Tout le monde ne mérite pas de savoir qui tu es quand personne ne regarde.
La confiance est un investissement à haut risque. Ta tâche est de gérer ce capital avec intelligence et sans culpabilité. Être stoïque en ce sens ne signifie pas se durcir, mais affiner ton jugement et ne pas te trahir par peur de l'isolement. Protéger ta confiance, c'est protéger ta paix. Si quelqu'un la brise, le premier devoir n'est pas de punir, mais de te retirer et de recalibrer tes frontières. Car au final, celui qui ne prend pas soin de ta confiance ne mérite pas ta présence. 4. Ne laisse pas la négativité des autres t'absorber. Parfois, la négativité des autres s'installe comme une fumée invisible dans une pièce fermée. Au début, c'est juste une gêne subtile, mais au fil des minutes, elle commence à piquer les yeux, irriter la gorge et rendre la respiration difficile. Le visage de celui qui l'aimait est inconfondable. Sourcils froncés, regard enfoncé, épaules constamment voûtées vers l'avant, voix teintée de plainte ou de pessimisme. Tu t'approches, peut-être par courtoisie ou par l'absurde espoir de lui remonter le moral, et sans t'en rendre compte, cette fumée commence à t'imprégner. Ces mots tombent lourdement, comme des gouttes de goudron, tachant de gris toute tentative de légèreté. Tu prends une gorgée de ton café et tout en écoutant le récit interminable de tout ce qui ne va pas dans le monde, tu remarques que ta posture se rétracte, que ton énergie s'épuise, comme si quelqu'un avait ouvert une valve dans ta poitrine. C'est ainsi que la négativité opère. Elle n'attaque pas, elle se filtre. Elle ne crie pas, elle contamine. Beaucoup croient qu'absorber le fardeau émotionnel des autres est de l'empathie, que prêter l'épaule à ceux qui ne savent que déverser leur misère est un signe de force ou de bonté. Erreur de calcul. Il y a une différence claire entre soutenir et se laisser utiliser comme décharge émotionnelle. La négativité chronique ne cherche pas de solution, elle cherche de la compagnie dans son puits. Si tu restes trop longtemps dans cette atmosphère, tu finis par respirer le même air vicié, convaincu que le monde est aussi sombre et hostile qu'on te le dépeint. Le pire tour de la négativité est qu'elle se déguise en réalisme. Les choses vont mal, tu ne le vois pas, te dit-elle, et peu à peu, ton regard s'obscurcit, ton jugement se contamine, et tu commences à filtrer tes propres pensées à travers le prisme d'un autre. Chaque interaction laisse un résidu, une couche de fatigue qui ne t'appartient pas mais que tu ramènes quand même chez toi, comme si elle était la tienne. La mentalité stoïque exige de la discipline même dans ce domaine. Ne pas devenir une éponge de la toxicité des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de couper tout lien avec ceux qui traversent des moments difficiles, mais d'établir une limite claire entre tes émotions et celles des autres. Le geste est simple, mais peu fréquent. Écouter attentivement, mais sans absorber. Accompagner, mais sans se laisser entraîner. Imagine le muscle de ta sérénité comme une membrane sélective. Laisse entrer ce qui apporte, rejette ce qui intoxique. Quand tu sens qu'une conversation te laisse plus fatigué qu'avant, quand tu remarques qu'après avoir vu une certaine personne, ton humeur se teinte de gris, tu as l'obligation, oui, obligation, de protéger ton état mental comme une ressource précieuse et non renouvelable. Tout ce que tu entends ne t'appartient pas. C'est une phrase que tu devrais graver dans ta mémoire, car il y a ceux qui, incapables de gérer leur propre poison, cherchent à le distribuer à chaque rencontre. Le piège est subtil, car l'usure n'est jamais immédiate. C'est une érosion lente. Aujourd'hui, tu cèdes quelques minutes. Demain, tu avales le double de plaintes. Après-demain, tu te découvres à reproduire les mêmes discours défaitistes sans t'en rendre compte. L'environnement que tu tolères est l'environnement que tu finis par habiter. Alors, observe les gestes, la façon dont ton corps réagit à certaines personnes, le type de pensée qui émergent après chaque interaction. Si tu te découvres plus irritable, plus apathique ou plus cynique après avoir passé du temps avec quelqu'un, ne néglige pas le signal. Protège ton moral comme le bien le plus fragile. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoconservation. La force ne consiste pas à tout porter, mais à savoir quelles charges te reviennent et lesquelles tu dois lâcher avant qu'elles ne te déforment. En pratique, cela signifie apprendre à se retirer à temps,
à changer de sujet avec élégance ou à mettre de la distance sans ressentir de remords. Parce que ta paix mentale n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de l'acceptation, ni pour sauver celui qui ne veut pas changer. Personne ne construit une vie intègre en respirant la fumée des autres. 5. Défends tes limites sans hésiter. Si tu ne défends pas tes limites, personne ne le fera à ta place. C'est aussi simple que ça. N'attends pas de compréhension. Ne te trompe pas en espérant des changements spontanés. Le monde ne s'arrête pas pour te demander combien tu es prêt à supporter. Il avance simplement, et s'il te voit hésitant, il marchera sur toi. La principale raison pour laquelle tant d'hommes se retrouvent piétinés n'est pas la méchanceté des autres, mais leur propre lâcheté. L'autotromperie favorite, je ne veux pas créer de problème, ce n'est pas si grave, j'en parlerai plus tard. Non, ce que tu remets à demain devient une dette qui te pèse demain. Chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu cèdes par peur du conflit, tu envoies un message clair. Ici, tout est négociable. Ici, n'importe qui peut avancer. Et une fois que ce schéma s'installe, le secouer est 20 fois plus difficile. Il y a une différence abyssale entre être compréhensif et être une proie facile. La tolérance mal comprise est le terreau fertile où poussent les abus quotidiens. Accepter que l'on franchisse tes limites n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon. C'est le prix caché du confort, mais la facture arrive toujours. Insatisfaction, ressentiment, une sensation constante de te trahir. Combien de jours penses-tu encore offrir ta tranquillité pour éviter un mauvais moment de 5 minutes? La plupart des gens ne savent même pas où commencent leurs limites parce qu'ils ne se sont jamais assis pour les définir. Si tu ne clarifies pas jusqu'où tu es prêt à aller, les autres décideront pour toi, et je te garantis que leur standard sera bien plus bas que le tien. Tes limites ne se négocient pas avec ceux qui ne savent pas te respecter. C'est la ligne que tu dois te rappeler chaque fois que tu doutes de mettre un terme. Défendre tes limites n'est pas crier ni recourir à des scènes dramatiques. C'est avoir le courage d'être inconfortable, de maintenir ta position même lorsque la pression augmente. C'est te refuser à justifier chaque décision, à donner des explications interminables, à porter la culpabilité que d'autres veulent te transférer. Personne n'aime perdre un avantage, et quand tu décides de ne plus plaire, des reproches, des chantages émotionnels et des visages fermés arriveront inévitablement. Parfait. C'est le signe que tu es enfin en train de faire le travail difficile que tant évites, mettre de l'ordre dans ton espace vital. Si tes mains tremblent la première fois, tant mieux. Cela signifie que tu sors enfin du mode automatique et que tu assumes le coût réel de te respecter. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est une fermeté sereine. C'est savoir que le conflit occasionnel est 100 fois préférable à l'érosion lente de ton caractère. Ne te trompe pas. Permettre l'abus pour maintenir la paix est le plus grand acte de trahison contre toi-même. La vraie paix ne s'achète pas par la soumission, elle se construit en défendant ce qui t'appartient. Ton temps, ton énergie, ta dignité. Personne ne devrait avoir un accès illimité à ton attention, ni à ta bonne volonté. Celui qui ne sait pas poser de limites finit par vivre l'agenda des autres. C'est la condamnation de ceux qui n'apprennent jamais à dire stop. Alors arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'avoir si peur du rejet. Chaque fois que tu te tiens debout, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus fort, tu revendiques le droit fondamental de vivre selon tes propres termes. Défendre tes limites n'est pas un luxe, c'est la base de toute vie respectable. 6. Ne tolère pas l'hypocrisie ni les mensonges. La vérité est inconfortable. Tolérer l'hypocrisie et le mensonge, c'est permettre à d'autres de manipuler ta perception de la réalité et pire encore, c'est donner la permission à tes propres peurs de dicter comment tu te relèves avec le monde. Chaque fois que tu acceptes un double visage ou une demi-vérité, ce que tu fais réellement, c'est négocier ta clarté mentale pour un peu de fausse harmonie. Il n'y a rien de plus corrosif pour l'intégrité d'un homme que de s'habituer à vivre avec l'ambiguïté, de détourner le regard lorsque tu détectes des contradictions évidentes ou de laisser passer ces mots que tu sais ne pas correspondre aux faits.
Le prix de cette tolérance est brutal. Tu commences à te méfier de tes propres jugements, à sentir que tu dois mesurer chaque réaction, à vivre avec une sorte de filtre qui déforme ce que tu vois et entends, juste pour ne pas affronter le conflit. Le mensonge ne s'installe pas seulement dans la relation avec l'autre, mais peu à peu, il s'infiltre dans ton dialogue interne, érodant ta capacité à faire confiance à ton interprétation de la réalité. Il est facile de tomber dans le piège de justifier les petits mensonges, de te dire que cela ne vaut pas la peine de confronter, ou que nous avons tous des moments d'incohérence. Mais il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de rejeter l'habitude d'accepter l'inacceptable. L'hypocrisie est un poison subtil. Elle se déguise en gentillesse, en diplomatie, en pragmatisme. Mais au fond, ce qu'elle provoque, c'est une sensation de marcher sur un terrain instable, où tu ne sais jamais si la personne en face de toi est qui elle dit être, ou si elle porte simplement un masque commode. Et le problème ne s'arrête pas là. Lorsque tu permets que cela se répète, tu te programmes pour normaliser l'incohérence. C'est un entraînement inversé. Au lieu de renforcer ton jugement, tu l'anesthésies. L'esprit, face à la contradiction constante, finit par construire une carapace d'indifférence, ou pire encore, de cynisme. Là où il y a mensonge, il n'y a pas de confiance. C'est la ligne que tu dois graver, car sans confiance, il n'existe pas de relation qui vaille la peine. Le mécanisme psychologique derrière la tolérance à la fausse vérité est simple, la peur. La peur de rester seul, la peur du conflit, la peur qu'on te traite de rigide ou de peu compréhensif. Mais cette peur, si tu l'alimentes, devient le directeur silencieux de ta vie sociale. Tu cesses de dire ce que tu vois, tu cesses de pointer ce qui est évident. Tu deviens un complice passif d'un jeu où tu perds toujours. Le stoïcisme n'est ni froideur ni supériorité morale. C'est avoir la discipline de regarder en face, d'exiger la cohérence d'abord en toi, puis chez ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de monter des scènes, ni de chercher des confessions dramatiques. Il suffit de ne pas participer à des dynamiques où la vérité est négociée, de retirer ton énergie de tout échange, où le respect des faits est absent. C'est la véritable autodiscipline. Ne pas se taire devant le faux, ne pas récompenser la double morale par ta présence. La tentation de tolérer l'hypocrisie pour maintenir la paix est un piège très coûteux. Parce que ce qui est sacrifié n'est pas seulement le lien avec l'autre, mais ta propre sensation de congruence. Apprendre à dire « je ne joue pas selon des règles tordues » est une marque de respect de soi que peu pratique. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu renforces cette partie de toi qui refuse d'être façonnée par la commodité des autres. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton rejet du mensonge. Ta seule distance est une déclaration de principe. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. La tolérance à l'hypocrisie est une reddition silencieuse. Si tu veux vraiment vivre une vie digne, commence par exiger la transparence. D'abord dans tes actes, puis dans tes relations. Parce qu'à la fin, celui qui accepte la fausse vérité finit par se trahir bien avant les autres. 7. Choisis l'intégrité plutôt que l'approbation extérieure. Tu attends dans la file d'une agence, écoutant comment la conversation des autres tourne autour de qui a fait quoi, qui a la dernière tendance et qui s'intègre le mieux dans le groupe. Quelqu'un à côté de toi donne son avis avec légèreté sur un sujet qui te touche de près, déformant les faits juste pour plaire aux autres. Tu ressens cette pression tacite dans l'air, le regard qui attend que tu acquiesces, le sourire qui réclame ta complicité. Il est facile de céder, de rire de ce qui ne te semble pas drôle, de te taire quand quelque chose te dérange, ou même d'ajouter une opinion fausse pour ne pas être mis à l'écart. Ainsi, sans t'en rendre compte, le mécanisme le plus corrosif s'active, celui de placer l'acceptation des autres au-dessus de ta propre vérité. Chaque petite décision semble inoffensive, mais le schéma qui s'installe est clair. Tu te façonnes selon l'attente collective, même si cela implique de trahir ce que tu penses ou ressens. L'analyse est simple et brutale à la fois. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, ton jugement devient un produit de marché. Tu l'ajustes selon la demande du moment,
même si le prix est ta tranquillité intérieure. Le problème de fond n'est pas seulement l'inconfort ponctuel, mais l'habitude qui s'installe. Chaque fois que tu choisis de plaire pour t'intégrer, tu entraînes ton esprit à ignorer les alertes internes, à laisser passer les incohérences et à justifier de petites trahisons personnelles. Le résultat est une fracture silencieuse. Tu t'habitues à ne pas t'écouter, à privilégier le consensus sur l'authenticité. Ce qui semble être de la diplomatie est souvent simplement une peur de perdre le statut, le groupe, la validation momentanée. Mais la facture arrive. L'intégrité n'est jamais gratuite. Et tu le sais quand à la fin de la journée tu ressens plus le poids de ce que tu as gardé pour toi que de ce que tu as dit. Si tu analyses le processus, tu verras que la recherche d'approbation est addictive parce qu'elle est immédiate. Un geste d'approbation, un éclat de rire partagé, un « bien dit » peuvent anesthésier l'inconfort intérieur un moment, mais cette trêve est fragile et superficielle. Ce qui est sacrifié, au fond, c'est la relation avec toi-même. Parce que chaque fois que tu minimises tes principes pour éviter d'être le bizarre, ce que tu construis est une identité empruntée, un masque qui exige un entretien constant. Et personne n'a de paix en portant des masques. L'intégrité, en revanche, est inconfortable parce qu'elle exige des renoncements. Dire ce que tu penses vraiment, ne pas rire de ce qui te semble faux, te retirer d'une conversation lorsque le coût est ta tranquillité. C'est un pari à long terme, mais les dividendes sont réels, respect de soi, clarté d'esprit et la sensation que ta valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. La stratégie stoïque est claire, définis d'abord ce que tu n'es pas prêt à négocier. Si ta vérité est inconfortable, qu'elle le soit. Si ton opinion ne s'intègre pas, tant mieux. L'intégrité pèse, mais elle libère. C'est la ligne que tu dois te rappeler lorsque l'ambiance devient pressante. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de ne pas céder ta boussole interne pour un peu d'acceptation passagère. Le respect qui compte, le seul qui demeure, est celui qui naît de ne pas te trahir, même lorsque la conséquence est le rejet. La vie se simplifie beaucoup lorsque ton bien-être n'est pas mesuré par les gestes des autres, mais par la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Sans intégrité, toute approbation est creuse. Choisis le poids de la vérité, même si cela te laisse seul un moment, car tout le reste est une dette qui tôt ou tard te sera réclamée avec des intérêts. La décision se trouve dans chaque petit acte. Préfères-tu appartenir au prix de toi-même ou te respecter et laisser l'approbation venir seulement si elle est authentique? C'est la différence entre survivre sous des masques ou vivre la tête haute. 8. Fais du respect de soi ta priorité. Je dois l'admettre, ce qui est le plus inconfortable n'est pas ce que les autres te font, mais ce que tu te permets de supporter en silence. Ce moment, au milieu d'une conversation, lorsque tu réalises que tes mots sont ignorés, que tes gestes ne comptent pas, que ta présence est presque invisible, et pourtant tu restes là, faisant semblant que tout va bien. Tu ressens une tension dans le cou, les muscles de ton visage se contractent pour ne pas montrer de gêne, et ta respiration se raccourcit légèrement, tandis que tu forces un sourire poli. C'est une scène si quotidienne et si intime que personne d'autre ne la remarque. Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu as de nouveau choisi de rester en retrait, juste pour éviter des inconforts. L'agression n'est pas scandaleuse, mais le message est clair. Ta priorité, c'est l'autre, pas toi. Cela fait mal d'une manière que tu ne reconnais pas toujours instantanément, mais qui s'accumule comme un fardeau invisible. Au fond, chacun sait quand il trahit son respect de soi. Cela ressemble à une sorte de démangeaison intérieure, une irritation qui ne disparaît pas, même si tu changes de sujet ou te distrais avec ton téléphone. Observe tes gestes après avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas. Le regard baissé, la mâchoire serrée, les mains agitées. Le corps ne ment pas. Cet inconfort est l'alarme qui te prévient que tu as de nouveau sacrifié ta valeur pour acheter un peu de tranquillité superficielle. Ce n'est pas que tu ne sais pas te défendre, c'est que, bien souvent, tu préfères l'usure lente plutôt que le conflit bref.
Mais cette trêve te coûte cher. Chaque concession est un retrait silencieux de ton compte d'estime de soi. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exige. Cette phrase, tu dois te la rappeler lorsque tu sens que ta voix intérieure commence à s'excuser. L'image est claire. Un homme qui a fait du respect de soi une priorité n'a pas besoin de hausser la voix ni de chercher à convaincre qui que ce soit. Sa posture est différente. Dos droit, regard ferme, mots mesurés, mais directs. Il ne s'agit pas d'être agressif ni de devenir une statue de glace. C'est la différence entre occuper un espace avec naturel et demander la permission d'y exister. Observe comment les interactions changent lorsque tu cesses de t'excuser pour tes limites. Les gens t'écoutent différemment, les commentaires intrusifs se réduisent, l'ambiance devient plus claire, de petites hostilités. C'est presque physique. Le respect se ressent, se transmet, s'impose sans besoin de menaces. Faire du respect de soi ta priorité signifie cesser de chercher la validation dans les gestes des autres et commencer à mesurer ta valeur par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu permets. C'est s'asseoir à une table et ne pas trahir ton opinion par peur d'être jugé. C'est savoir se retirer d'une conversation qui ne te fait pas de bien, changer d'environnement si nécessaire, et ne pas se sentir coupable d'éviter ceux qui vivent de la critique ou de la manipulation. Cela se voit dans les petits détails, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne regarde, dans la décision de ne pas répondre à des provocations bon marché, dans le soin que tu t'appliques en ajustant ton cercle social lorsque tu détectes de la toxicité. Celui qui se respecte inspire le respect. C'est une loi simple, mais non négociable. Tu n'as pas à justifier chaque limite, ni à expliquer chaque décision. Le respect de soi est avant tout un acte de présence. Être là, habitant ton corps et tes idées, sans demander la permission ni s'excuser d'exister selon tes propres termes. Cela peut te coûter des amitiés, cela peut déranger plus d'un, mais la tranquillité que l'on ressent en ne se trahissant pas est irremplaçable. Respecte-toi dans les petits détails et tu verras comment le monde, peu à peu, apprend à le faire aussi. Au final, la seule paix durable est celle que tu construis lorsque tu choisis ta dignité face à tout